Bienvenue à ce webinaire dont l'objectif est de faire un petit peu un tour d'horizon des principales réformes en cours ou à venir et de voir en quoi ces différentes réformes vont avoir un impact sur les services de paye. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Rémi Bayot. Je suis chef de marché sur nos solutions RH chez Talentia Software. D'un point de vue pratique, on a 3/4 d'heure devant nous. Vous avez la possibilité donc de poser des questions. Donc, dans la mesure du possible, je verrai dans quelle mesure je suis j'ai la possibilité. Bonjour Eric, je vois que vous nous rejoignez. Je verrai dans quelle mesure j'ai la possibilité de répondre au fur et à mesure à vos questions. Sinon, si vous voulez bien, on se laissera à peu près 1/4 d'heure en fin de séance pour y répondre. Alors, vous ne la voyez pas? Je suis assisté, elle est assise à côté de moi, de Chantal, de notre service marketing, qui est à votre disposition pour répondre elle aussi à des questions, mais qui auraient plutôt trait à notre société. De manière assez rapide, j'aimerais vous dire quelques mots sur notre société, Talentia Software. Qui sommes-nous? Alors, Talentia Software, nous sommes éditeurs, intégrateurs de solutions de gestion dans 2 domaines. D'une part, le domaine financier, d'autre part, les ressources humaines. Alors, au niveau de la finance, nous allons gérer la comptabilité, la gestion budgétaire, le reporting financier, la consolidation. Et puis, au niveau des ressources humaines, on va avoir d'une part une gestion administrative autour de laquelle on va pouvoir traiter la paye et globalement tout ce qui concourt à la gestion des talents. Au niveau des talents, on va pouvoir gérer le recrutement, la formation, les compétences, les entretiens, etc. Donc, 2 domaines de compétences, la finance et les ressources humaines. Et autour de ces 2 domaines-là, eh bien, on va être amené à gérer tout un tas de données qui sont, somme toute, de plus en plus nombreuses, de plus en plus imbriquées les unes avec les autres. Donc, dans le même temps, il est non seulement important, mais indispensable de pouvoir vous proposer des outils qui, d'une part, vont sécuriser ces données et qui vous permettront, en s'appuyant d'ailleurs sur les dernières technologies, de vous permettre de les exploiter au mieux. C'est pour ça qu'on parle d'outils d'aide à la décision qui vont vous permettre de piloter au mieux votre activité. Voilà globalement nos 2 domaines d'activité chez Talentia Software. Ensuite, quelques chiffres pour nous définir. Au niveau de notre groupe, nous sommes un groupe indépendant européen de 430 collaborateurs qui sont situés majoritairement en France, mais nous sommes présents dans la plupart des pays européens. Nous avons réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 55 millions d'euros et une information, une donnée qu'il est important de souligner, c'est que 20% de notre chiffre d'affaires est réinvesti chaque année en R&D, ce qui nous permet de maintenir en permanence nos solutions de façon à ce qu'elles soient en phase non seulement avec les attentes du marché, mais également en tenant compte des évolutions technologiques. 430 collaborateurs, ça nous permet de garder une taille humaine et de faire en sorte d'être le plus possible en proximité de nos clients. Ces clients, d'ailleurs, ils sont à peu près sur l'ensemble de nos 2 domaines, la finance et les RH, à peu près de 3600. Ils sont donc situés partout dans le monde. On a des clients dans des entreprises de tout secteur d'activité et de toute taille, puisque nous intervenons aussi bien dans des PME, des ETI et des grands groupes. Voilà globalement quelques notions qui nous permettent de nous situer donc dans le groupe Talentia Software. Alors, ceci étant dit, pour arriver maintenant au thème d'aujourd'hui de ce webinaire, donc l'objectif, encore une fois, est de faire un peu un tour d'horizon des principales réformes dont certaines ont déjà été entamées en 2015 et qui sont encore en cours de mise en œuvre ou encore à venir, et de voir en quoi ces réformes vont, comme je le disais précédemment, impacter les services RH et plus précisément les services de paye. Alors,
Là, on est au mois de février, on va considérer qu'on est encore à peu près en début d'année. Chaque exercice de paye, traditionnellement, débute avec son lot de modifications réglementaires. Ça va être des modifications de taux, des nouvelles cotisations, etc. 2016 n'a pas échappé à la règle, mais ce qui est significatif cette année, encore une fois dans la continuité de 2015 d'ailleurs, c'est l'apparition d'un certain nombre de réformes de fonds qui vont avoir une vraie incidence sur les services de paye, tant en termes de charge de travail qu'en termes d'organisation du travail et d'organisation du circuit d'information dans l'entreprise, selon les cas. Alors, ces réformes, ça va être la DSN, ça va être la pénibilité, on évoquera la situation autour de la simplification du bulletin de paye, on parlera également de l'impôt à la source, on pourra dire également en fin de présentation quelques mots sur le CPA également par exemple. Comme je le disais précédemment, l'objectif aujourd'hui n'est pas de faire le point sur les modifications de règles de paye que d'ailleurs pour la plupart d'entre vous, j'imagine, vous avez déjà mis en œuvre avec la paye du mois de janvier. Cela étant, on peut faire quand même une remarque. Au niveau des modifications qui ont été à mettre en œuvre cette année, bon, il y a eu des évolutions, il y a eu des simplifications, par exemple au niveau des sommes isolées, par exemple au niveau des zones de revitalisation rurale, mais il y a eu aussi l'apparition de certaines règles nouvelles. Je pense par exemple à la complémentaire santé obligatoire. Si je prends cet exemple-là, c'est que c'est assez représentatif et je vais y revenir à plusieurs reprises du fait que autour de la paye, on va avoir un champ d'information à gérer de plus en plus important. La paye est désormais, pour la plupart d'entre vous, d'ores et déjà, avec la DSN mensuelle, qui de plus en plus va être indissociable, on va s'apercevoir que la paye, de plus en plus, devient comme un centralisateur d'informations sur un périmètre de plus en plus large. Et un des premiers exemples qui va permettre de l'illustrer de façon tout à fait concrète, c'est la pénibilité. La pénibilité étant un sujet qui, avant 2015, n'était, pour ainsi dire, pas, entre guillemets, visible par les services de paye et qui désormais doit l'être. Voilà globalement ce qu'on peut dire en introduction. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de détailler ces différentes mesures. Et j'allais presque dire, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par la DSN. Alors, la DSN, c'est un sujet qui date déjà maintenant d'il y a un certain temps. En fonction de vos configurations d'entreprise, les uns ou les autres, vous y êtes déjà soumis ou pas encore. Et donc, l'objectif cet après-midi, on n'aurait d'ailleurs pas le temps, c'est pas de refaire en détail une présentation de la DSN, mais peut-être de rappeler certaines notions. En particulier, de rappeler les évolutions récentes au niveau du calendrier. J'ai essayé de le schématiser sur cette présentation. Alors, un certain nombre d'entre vous sont soumis à la DSN depuis l'année dernière en fonction des seuils qui sont associés. Ces déclarations qui peuvent être faites ou doivent être faites selon les cas à l'heure actuelle doivent de toute façon toutes maintenant être effectuées en phase 2, puisque depuis le mois de novembre dernier, la phase 1 a été stoppée. Les DSN aujourd'hui sont exclusivement en phase 2. Là où il y a eu des nouveautés qui ont été annoncées et entérinées au mois de décembre dernier, c'est sur le calendrier de déploiement et de la généralisation en phase 3. Parce qu'effectivement, ce qui était prévu initialement, c'était une généralisation de la DSN à l'ensemble des entreprises au 1er janvier 2016, et ceci en phase 3. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que ce calendrier-là, globalement, a été décalé d'une année, puisque cette généralisation aura lieu en janvier ou à partir de janvier 2017. Dans l'intervalle, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est finalement une montée en puissance de cette phase 3. On s'aperçoit aujourd'hui que cette phase 3 peut commencer à être mise en œuvre pour certaines entreprises pilotes choisies
en relation avec les éditeurs et le GIP-NDS. D'une manière générale, pour la grande majorité des entreprises, la situation, c'est de dire que les DSN sur 2016 doivent être encore effectués en phase 2. Alors, quand j'évoquais la montée en puissance, ce qui se dessine néanmoins, là je l'ai noté moi, troisième trimestre 2016, c'est la possibilité de manière facultative, donc sur la base du volontariat, de démarrer en phase 3. Alors, le troisième trimestre, même si les choses n'ont pas encore été annoncées de façon tout à fait officielle, là, ce qui se dessine, c'est la possibilité, à partir de la déclaration du mois de septembre, sur les salaires du mois d'août, d'effectuer une déclaration en phase 3. Pour, de toute façon, encore une fois, de manière généralisée et pour l'ensemble des entreprises, une déclaration DSN obligatoire en phase 3 à partir de janvier 2017. Je dis à partir parce que, je l'ai noté ici également, on s'aperçoit aussi que certains organismes, en particulier la NSA, se laissent pour l'instant l'opportunité de dire on déploiera de façon étalée potentiellement jusqu'au mois de juillet. Ça, ces choses restent néanmoins à valider. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai rappelé le site DSN Info, que j'imagine la plupart d'entre vous connaissent, mais il est important de s'y référer régulièrement, parce qu'à ce niveau-là, le GIP-NDS communique les dernières avancées, et entre autres en termes de calendrier. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour positionner les dernières évolutions en termes de calendrier et de jalons. Alors, pour revenir au thème d'aujourd'hui sur les impacts au niveau RH, donc, je vous rappelle que la DSN était une des mesures phares associées au choc de simplification voulu par le gouvernement. Donc, la simplification, on va y revenir, mais on pourrait le résumer aussi, côté entreprise, sur le fait d'avoir à l'arrivée, une fois bien évidemment que cette déclaration sera mise en place et, on pourrait dire, digérée par les entreprises, moins de contraintes, avec aussi plus de traçabilité. Avant cette phase de mise en opération, bien évidemment, on peut rappeler, en fonction des contextes aussi, un certain nombre de la nécessité de mettre à niveau, d'une part, selon les configurations que vous pouvez avoir, les solutions applicatives, principalement au niveau de la paye, selon les cas, ça peut toucher aussi les applications de gestion des temps. Et puis, au-delà de la dimension applicative, de la dimension logicielle, c'est aussi la nécessité de mettre à niveau, globalement, tous les référentiels, toutes les nomenclatures, les informations liées aux salariés, les informations liées aux périodes, les montants associés à ces périodes. Hein, l'importance dans la structure de la DSN de la notion de datation des informations. Je pourrais évoquer aussi la mise à niveau du formalisme des durées de travail, des effectifs, etc. Donc, selon les cas, il peut y avoir une certaine charge ou une charge réelle de mise à niveau de ces référentiels, de ces paramétrages, de ces nomenclatures. Et puis, sur un autre aspect, d'un point de vue impact en termes d'organisation, hein, je l'évoquais en introduction, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai souligné cette ligne-là, la DSN a fait apparaître une dimension particulière, c'est la dimension événementielle de certaines déclarations. Et en ce sens-là, ça peut avoir un vrai impact au niveau à la fois de l'organisation des services paye et plus généralement du circuit d'information dans l'entreprise. Je prends un exemple simple. La déclaration d'arrêt de travail ou d'arrêt maladie. Une entreprise qui aurait d'un côté une paye centralisée tout en ayant une exploitation décentralisée sur différents sites pouvait, par exemple, se contenter d'envoyer les arrêts de travail en fin de mois au service de paye pour effectuer la paye de ses salariés. Demain, ça ne sera plus possible puisque dans le cadre de la DSN, ces événements doivent être déclarés au plus tard dans les 5 jours ouvrés. Donc, c'est un exemple qui illustre le fait que cette transmission d'informations et la fréquence de cette transmission, selon les cas, peut encore une fois avoir un impact sur l'organisation. C'est d'ailleurs peut-être une des raisons pour lesquelles, hein, si
je regarde la situation globalement des entreprises qui sont déjà passées à la DSN en France. La plupart encore l'ont fait uniquement sur les déclarations mensuelles et un grand nombre n'ont pas encore intégré les déclarations événementielles, que ce soit les arrêts de travail ou que ce soit les attestations employeurs. Et une des raisons, c'est peut-être justement la non-préparation ou la non-mise à niveau encore de ces circuits d'information. Donc, c'est aussi pour souligner cet aspect-là. Deuxième sujet, le compte de pénibilité. Alors, le compte de pénibilité, c'est une mesure qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers mois, qui fait aussi partie des mesures encapsulées dans le choc de simplification. C'est une des mesures qui est apparue il y a quelques années déjà dans le cadre de la réforme des retraites. Alors, cette mesure a fait beaucoup parler d'elle, en particulier depuis l'été, parce qu'elle a rencontré une certaine résistance ou une résistance certaine, je ne sais pas comment il faut présenter les choses, au niveau de la mise en œuvre de la part d'un certain nombre d'entreprises. Ce qui a amené, là aussi, des évolutions au niveau du périmètre réglementaire et du timing de sa mise en œuvre. Alors, pour rappel, le compte de pénibilité, ou plus précisément le compte personnel de prévention de la pénibilité, a pour objectif de permettre à des salariés qui occupent des emplois identifiés comme pénibles, et je vais y revenir, d'acquérir des points, et ces points leur permettront de bénéficier d'une formation qui leur permettra de changer de poste pour occuper un poste ou un emploi moins pénible, selon les cas, de bénéficier d'un temps de travail à temps partiel tout en continuant à être rémunéré à taux plein, ou, selon les cas également, de partir à la retraite de manière anticipée. Et ce compte va être alimenté sous forme de points. Là, je l'ai noté de façon extrêmement synthétique, et le principe de base est de dire, sur un critère d'exposition, on va pouvoir acquérir un point par trimestre. Globalement, ça veut dire 4 par an, ou 8, on va les doubler si le salarié est exposé non pas à un, mais à plusieurs facteurs de pénibilité. Et ce fonds va être financé par des cotisations employeurs. On voit déjà, on va y revenir ensuite, l'impact au niveau des services de paie. Alors, j'évoquais la difficulté ou la réticence sur la mise en œuvre et les évolutions en termes de calendrier et de périmètre. Effectivement, ce dispositif qui est rentré en vigueur déjà depuis le 1er janvier dernier, est rentré en vigueur sur un périmètre restreint. Il a été identifié 10 facteurs de pénibilité. Sur ces 10, on en a retenu 4 qui ont dû être suivis sur 2015. Le travail de nuit, le travail répétitif, les horaires alternés ou le travail en milieu hyperbare. Les 6 autres critères auraient dû rentrer en vigueur au 1er janvier 2016. Il a été décidé de les décaler au 1er juillet 2016. Une remarque à ce sujet-là, d'ailleurs le Premier ministre l'a rappelé récemment, les salariés qui seraient concernés par l'un ou l'autre de ces 6 critères complémentaires, en termes de points acquis pour l'année 2016, on considérera qu'ils auront été acquis sur une année complète pour ne pas qu'ils soient pénalisés sur cette première année. Au mois d'août, une loi a été votée, qui a été complétée par un certain nombre de décrets parus en fin d'année et parus au journal officiel le 31 décembre 2015, qui ont à nouveau entériné certains actes de simplification pour une mise en œuvre peut-être plus aisée par les entreprises. Et en particulier, un des points sensibles, c'est la suppression de la fameuse fiche de pénibilité qui devait être remise aux salariés
soit au moment où il quittait l'entreprise, soit au moment où il revenait à la suite d'un arrêt de travail d'une certaine durée. Et cette fiche de pénibilité, qui finalement était associée à un raisonnement relativement individuel, a été d'une part remplacée par la définition au niveau de chaque branche d'un référentiel avec des seuils associés et spécifiques à chaque branche. Donc on part plutôt désormais sur un raisonnement plutôt collectif qu'individuel. Et d'autre part, en termes de déclaration, cette fiche individuelle de pénibilité a été remplacée par une déclaration employeur annuelle par le biais de la DADS et par le biais de la DSN. Et c'est par ce biais-là que le compte personnel de prévention de la pénibilité va être alimenté. C'est la CARSAT ensuite qui aura en charge d'en informer une fois par an les salariés. Les modalités d'information restent encore un petit peu à définir. Il y a encore un certain nombre de zones d'ombre à ce niveau. Ici, là, pour résumer, j'ai synthétisé un petit peu le schéma, à la fois en termes de calendrier de prise en compte des différents facteurs de pénibilité, et puis aussi, à nouveau, j'ai voulu illustrer l'impact au niveau des services de paye, au niveau de la DADS, de la DSN, tant pour déclarer, pour alimenter le compte en termes de points, que en termes de cotisation. Et à nouveau, souligner, je l'ai évoqué tout à l'heure quand on parlait de la DSN, le fait que là, clairement, c'est un sujet qui, selon les cas, a pu, au niveau des entreprises, ou peut encore peut-être nécessiter des adaptations, tant en termes de paramétrage ou de mise à niveau de solution, qu'en termes de circuit d'information, pour arriver au niveau de la paye à récolter les bonnes informations. Qui la paye, et je l'ai évoqué d'ailleurs tout à l'heure, peut-être selon les cas, depuis une gestion des temps, par exemple. Pour être un petit peu plus précis au niveau de ces déclarations, déclaration par le biais de la DADS ou de la DSN. En tout cas, sur les 4 premiers critères, c'est des critères qui ont été mis en place en 2015. Donc déjà, sur les déclarations que vous avez faites cette année à la fin du mois dernier, vous avez dû, en principe, déclarer sur la déclaration de janvier 2016 les risques et les expositions à des critères de pénibilité survenus en 2015. En termes de cotisation, là aussi les choses vont s'affiner d'ici 2017. En 2017, donc on n'est pas encore concerné en 2016, il va y avoir une cotisation de base qui va concerner toutes les entreprises dont les salariés seront ou non concernés par des facteurs de pénibilité. Pour cette année, on va se contenter de ce qui s'appelle la cotisation additionnelle, qui est due par les entreprises employant des salariés exposés à des critères de pénibilité au-delà des seuils définis au niveau de la branche, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Troisième sujet, la simplification du bulletin de paye. Alors, comme la DSL, à nouveau, c'est l'une des mesures phares associées aux choses de simplification. La simplification du bulletin de paye, j'aurais presque tendance à dire que c'est un peu le serpent de mer. Un certain nombre de gouvernements, ça fait plusieurs années qu'on évoque le sujet. Si je le mentionne aujourd'hui, c'est que les choses ont un petit peu bougé ces derniers temps et peut-être, je vais rester prudent, sont susceptibles d'évoluer. Alors déjà au départ, il y a un constat qui est simple, c'est on se rend compte qu'au niveau des salariés, le bulletin de paye est de moins en moins lisible, ne serait-ce qu'en nombre de lignes, juste pour positionner un petit peu les choses. En France, en gros, un bulletin, c'est 40 lignes. Dans la plupart des pays européens, on tourne autour d'une quinzaine de lignes. Donc, premier objectif, côté salarié, en simplifier la compréhension et la lisibilité. Côté entreprise, il y a un autre objectif, c'est peut-être un vœu pieux, de simplifier la gestion de la paye et peut-être aussi d'en réduire les coûts, on va y revenir. Donc, sur ces points, quand je disais que les choses bougeaient un petit peu, il y a un groupe de travail
qui a été mis en place et qui a préconisé un certain nombre de pistes ou de critères de réflexion. Et le fruit de ce groupe de travail a été mis en place sur le site que j'ai communiqué ici. Et sur ce site, on voit d'ailleurs un exemple de ce que pourrait, de ce que pourra devenir un bulletin simplifié en tenant compte de ces évolutions. Alors, en termes d'échéance, et c'est pour ça que je voulais mentionner ce critère aujourd'hui, il était prévu initialement une mise en place en janvier 2016. Cette échéance a été repoussée d'1 an, en partie d'ailleurs, non seulement parce que ce n'est pas forcément simple à mettre en œuvre, et en partie aussi à cause, entre guillemets, de la DSN, qui a monopolisé, et on va le voir encore du coup en 2016, va continuer à monopoliser à tous les niveaux un maximum de ressources. Donc globalement, on est sur un échéancier décalé d'1 année, où on voit que ce bulletin simplifié pourra ou pourrait être mis en œuvre à partir de janvier 2017. Ça veut dire néanmoins qu'en 2016, si tant est que les choses soient précisées et validées, il pourra y avoir, au niveau des services de paye, une préparation à effectuer. Alors, les résultats de ce groupe de travail préconisent les axes suivants. J'évoquais le nombre de lignes du bulletin de paye. Donc, le premier axe, c'est la réduction de ce nombre de lignes. Alors, un raisonnement assez facile consiste à dire, au niveau des cotisations, limiter le nombre de lignes de cotisation par risque couvert. La santé, la retraite, le chômage, par exemple. On pourrait regrouper également sur une même ligne toutes les cotisations employeurs. Ensuite, et c'est pour ça que je l'ai mis en rouge en bas, on s'oriente de plus en plus, non seulement sur une simplification, mais peut-être plus surtout sur une clarification du bulletin de paye. Et dans cet esprit-là, l'idée, c'est peut-être aussi de rajouter des informations complémentaires qui seraient plus facilement compréhensibles par les salariés, comme par exemple le coût total du salaire, brut et charges de l'employeur, le montant global des allègements financés par l'État. Et puis, le point phare, et j'aurais peut-être d'ailleurs dû commencer par là, c'est la normalisation des intitulés. Ce groupe de travail préconise la mise en œuvre d'un référentiel officiel des différents intitulés, et ce référentiel pourrait être mis à disposition sur un portail de type servicepublic.fr, portail sur lequel d'ailleurs aussi on pourrait trouver un certain nombre d'informations ou de documents complémentaires permettant aux salariés, pourquoi pas, d'avoir des éléments explicatifs sur la constitution des bulletins de paie. Alors, pour quel gain côté salarié, je viens d'évoquer, côté employeur, il y a plusieurs manières de présenter les choses. Alors, le gouvernement imagine ou espère des économies que pourraient réaliser les entreprises. Alors, là-dessus, bon, ces données-là, il faut les prendre pour ce qu'elles valent. Après, on peut les interpréter. Ces économies, elles peuvent venir de quoi? Elles peuvent venir du fait, par exemple, que là où, dans certains cas, on avait des bulletins sur 2 pages, en principe, les bulletins devraient tous être sur une seule page. Un autre exemple, la participation ou l'intéressement pour les entreprises qui en bénéficient, qui devaient avant être présentés sur des bulletins séparés, pourront demain être sur le même bulletin que le bulletin de paie. Donc ça, potentiellement, ça fait des sources d'économie. Il n'en demeure pas moins, d'une part, que la mise en place, même si c'est ponctuellement à un instant T, ça peut être un surcoût. Il n'en demeure pas moins, quand même, aussi, que cette simplification n'empêche pas la réalité des choses. Et la réalité des choses, c'est que la réglementation est complexe et est toujours plus complexe. Donc, certains disent aussi, si on simplifie le bulletin, ça rendra encore plus difficile de justifier les résultats ou d'expliquer les résultats qui sont synthétisés sur un bulletin de paie. Donc l'entreprise, potentiellement, aura une charge supplémentaire
d'explication ou de fourniture de documents explicatifs complémentaires au bulletin. Un exemple de cette complexité, hein, c'est le fait qu'on le voit sur les exercices précédents, globalement, hein, au niveau national, le montant global des redressements URSSAF ne fait qu'augmenter. Ça ne veut pas dire que c'est lié à une mauvaise volonté de la part des entreprises. Ça veut dire que face à cette complexité, ben, les sources d'erreurs potentiellement sont de plus en plus importantes. Donc en termes de simplification et potentiellement de gains, la vraie simplification, mais là ça sera une autre marche, on n'en est pas encore là, passera le jour où on aura véritablement simplifié et centralisé les prestataires de prélèvements sociaux. Et pour faire le lien avec le premier sujet que nous avons évoqué aujourd'hui, je sors un peu de la simplification du bulletin de paye. La vraie simplification à court terme, au niveau des services paye, ça sera la DSN, puisque effectivement, par le biais de la DSN, pour résumer, l'idée c'est de centraliser dans un même canal la réponse à l'ensemble des déclarations sociales. Donc la vraie simplification, dans un premier temps, c'est la DSN. Pour revenir au bulletin de paye, en termes de réduction de coûts, une piste aussi de réflexion qu'on peut mettre en avant, c'est la dématérialisation, chose qui est assez peu courante en France. Hein, on voit par exemple qu'en Allemagne, la dématérialisation des bulletins de paye est quasiment généralisée. En termes d'économie, ça fait une vraie source d'économie pour les entreprises. Dernier sujet, l'impôt à la source. Alors tout à l'heure, je parlais de l'impôt de serpent de mer. Je pourrais dire la même chose pour l'impôt à la source. L'impôt à la source, ça a été à nouveau une des mesures phares annoncées par François Hollande. Ça a été d'ailleurs un de ses engagements de campagne, hein, qui s'est engagé à le mettre en place pour 2016. Hein. À nouveau, c'est pour cette raison que j'évoque aujourd'hui. Ça ne va pas être mis en place pour 2016. Néanmoins, alors, on conçoit qu'il y a eu un décalage parce que la mise en place de l'impôt à la source, il y a beaucoup de questions autour de ça, il y a une vraie complexité, donc c'est quelque chose qui techniquement est compliqué à mettre en œuvre. Néanmoins, les choses bougent un petit peu. Là aussi, il y a un groupe de travail qui planche actuellement sur le sujet et qui doit, en principe, pour la fin du mois de mars, remettre un livre blanc. Parallèlement à ça, le gouvernement s'est engagé à fournir au Parlement pour le mois d'octobre les éléments nécessaires pour une potentielle généralisation à partir de janvier 2018. Hein, donc de janvier 2016, on passe à janvier 2018, on passe ou on passera ou on passerait, sachant que 2017 serait consacré à la mise en place technique de cette notion. Alors, l'objectif de l'impôt à la source, l'intérêt principal, il est simple à exprimer, hein, c'est de collecter l'impôt en temps réel et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de décalage dans le temps entre les revenus perçus et les impôts qui sont versés. La situation actuelle, entre autres choses, peut mettre en difficulté, dans certains cas, des salariés ou des contribuables qui, pour une raison quelconque, verraient, et on le voit ici que c'est pas anodin, verraient leurs revenus diminuer. Il y a des objectifs également d'économie. Je ne vais pas les détailler aujourd'hui, c'est pas forcément l'objet, parce que pas forcément impactant au niveau des services de paye. En revanche, je voudrais revenir sur, en fonction des hypothèses et des solutions qui seront retenues, en quoi justement les services de paye vont être directement concernés. Alors, déjà en amont, bien sûr, encore beaucoup de questions. Quels revenus concernés? Qui collectera l'impôt? Est-ce que l'impôt sera calculé comme aujourd'hui sur des barèmes ou sur des taux personnalisés? À partir du moment où l'impôt serait collecté par les entreprises, comment gérer la confidentialité des informations? Comment gérer l'année de transition? Michel Sapin, il y a quelques mois, évoquait le fait que
Par exemple, l'année 2017 pourrait être une année blanche, etc., etc. Donc, en fonction des réponses qui seront apportées à ces différentes questions, eh bien, les entreprises, et donc par là même, encore une fois, les services payent, vont être impactés. Et en premier lieu, la réponse à qui collectera l'impôt. Alors, plusieurs hypothèses avaient été émises. La première hypothèse était que ce prélèvement pourrait se faire par les banques. Bon, techniquement parlant, c'est pas du tout, l'architecture ne s'y prête pas du tout. Donc cette hypothèse a été rejetée. Une autre hypothèse aurait été que le prélèvement puisse se faire directement sur le compte du contribuable. Techniquement, là à l'inverse, c'est assez facile à mettre en œuvre. En revanche, dans ce cas-là, on ne peut pas véritablement parler d'impôt à la source. Donc, pour cette raison, cette hypothèse, pour l'instant, n'est pas retenue. Donc, ce qui semble se dessiner, ou même plus exactement se confirmer, c'est un prélèvement par les entreprises, par le biais de la DSN. De la même manière, sur le fait d'appliquer un barème ou des taux personnalisés, il se dessine aussi un calcul sur la base de taux individuels calculés sur la base des informations transmises par la DSN. Donc on voit à nouveau le fait que la DSN, de plus en plus, va servir d'entonnoir ou de canal de diffusion d'un volume ou d'un champ d'information de plus en plus important. Alors, toutes les questions autour de l'impôt à la source sont pour autant pas réglées. Dans l'hypothèse, par exemple, où l'entreprise collecterait cet impôt, jusqu'où sa responsabilité serait engagée en cas d'erreur sur la collecte, par exemple. Ouais. Donc, il y a encore pas mal de questions en suspens, mais potentiellement, on voit que les entreprises, et par là même, encore une fois, les services de paie, pourront être largement impactés. Alors, en conclusion, sur ces différentes thématiques, la DSN, l'impôt à la source, le bulletin de paie, la pénibilité, l'impôt à la source, on voit que, encore une fois, la plupart font partie d'un objectif commun, la simplification. Selon les cas de figure, la maturité de la mise en œuvre de ces différentes thématiques est différente. Je pourrais également évoquer le CTA, hein, ce CTA qui, en principe, doit voir le jour à partir du 1er janvier 2017 et qui permettra de fournir un compte attaché à la personne et qui accompagnera la personne pendant tout son parcours professionnel, quelles que soient les entreprises par lesquelles chacun passera. Et ce compte personnel d'activité pourra, entre guillemets, supporter un certain nombre d'informations. Ça pourrait être le CPF, ça pourrait être potentiellement, là, les réflexions restent encore ouvertes, mais il y a des réflexions sur le fait de dire, autour de ce CPA, on pourrait encapsuler d'autres notions et permettre aux salariés, par le biais d'un portail, d'accéder via un même canal, pourquoi pas également à des informations sur ses compétences, pourquoi pas sur ses congés, pourquoi pas, on n'en est pas encore là, mais pourquoi pas sur le CET, si on envisageait que demain, encore une fois c'est une hypothèse, ce CET deviendrait lui aussi portable. Voilà. Donc, beaucoup encore de réflexions, mais à nouveau, illustre le fait de cet élargissement de plus en plus important et que potentiellement, là, on est au début d'une évolution qui fera que le service paye sera de plus en plus concerné par un champ d'information de plus en plus large, avec au final quand même un objectif de simplification. Je reviens sur les remarques que je faisais tout à l'heure sur la DSN et simplification qui, encore une fois, passé une période de digestion, devrait sans doute être réelle. Voilà, globalement, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire cet après-midi. Alors, je vois effectivement Frédéric qui pose une question, savoir comment organiser les cotisations pénibilité quand on ne sait pas avant la fin de l'année si on est soumis ou pas. Effectivement, donc ça c'est une vraie question.
j'évoquais tout à l'heure le lien potentiellement en fonction des configurations d'entreprise, en fonction des secteurs d'activité, avec une gestion des temps. Certaines entreprises, par exemple, mettent en place des cotisations, même si la déclaration annuelle, de manière, ou des calculs, entre guillemets, mensuels, de façon, en termes véritablement, entre guillemets, à les provisionner pour pouvoir disposer d'informations au moment de la déclaration à la fin de l'année. Ce sont des hypothèses. Alors après, il faut bien évidemment peser au fur et à mesure. Il y a aussi beaucoup d'autres questions qui se posent autour de ça. Hein. Par exemple, comment traiter le cas, même si les choses, il y a un certain nombre de réponses qui ont d'ores et déjà été apportées pour les contrats courts ou les contrats multiples. Hein. Donc il y a effectivement beaucoup de questions. Si vous le souhaitez, là on est un peu pris par le temps, si vous le souhaitez, je pourrais vous répondre de façon un peu plus précise sur ces notions.